Le Cameroun doit continuer à faire beaucoup d'efforts pour assainir ses finances publiques. C'est la conclusion à laquelle a abouti une mission d'évaluation du Fonds monétaire international au terme d'un séjour dans le pays. Une conclusion rendue publique alors que les autorités camerounaises se réjouissent du taux d'exécution du budget d'investissement public au terme du premier semestre 2017. Selon le président Paul Biya, la bonne gestion des finances publiques du Cameroun a permis une réalisation du PIB à 53%. Un avis que ne partagent pas les experts du Fonds monétaire international qui estiment que le gouvernement camerounais doit encore mieux faire. Ceci après avoir évalué la facilité élargie de crédit d'un montant de 390 milliards de francs CFA accordés au Cameroun par le FMI au mois de juin 2017 et échangé avec les autorités camerounaises sur la situation des grands projets d'investissement, l'état d'avancement des projets spéciaux et l'exécution du plan d'urgence, sans oublier les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 prévus au Cameroun et les emprunts extérieurs engagés et envisagés pour 2017. Même si Yaoundé ne partage pas la position des experts du FMI sur ces différents dossiers, elle compte bien appliquer leurs recommandations. Le pays veut cependant d'abord s'assurer d'une plateforme de concertation harmonisée par tous les États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sous contrat avec le FMI. Pour la deuxième fois en un an, la République centrafricaine s'apprête à organiser une table ronde des donateurs. Soutenue par plusieurs bailleurs de fonds dont la Banque mondiale et la Société financière internationale, cette rencontre permettra aux dirigeants du pays d'avoir des échanges directs avec les donateurs et investisseurs prêts à injecter des capitaux sur des secteurs précis. Elle s'inscrit en droite ligne du plan de redressement économique mis en place avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la stratégie de relance de l'économie du pays. Les ressources qui seront mobilisées permettront d'acquérir les équipements et la ressource humaine nécessaires à la mise en œuvre de ce plan d'urgence. Toute chose qui tranche avec la première table ronde des bailleurs de fonds organisée en novembre 2016 à Bruxelles en Belgique où des promesses de financement pour 1600 milliards de francs CFA avaient été récoltées. Mais finalement, ce sont seulement 940 milliards de francs CFA que la communauté des bailleurs a injecté dans le pays selon le rapport de mi-parcours qu'elle a présenté au mois de juillet 2017. À en croire certaines sources, le gros de ces financements intègre le portefeuille normal de ses partenaires techniques et financiers. Entre janvier et juin 2017, le niveau des avoirs en bons du trésor des banques zimbabwéennes a augmenté de 87% par rapport à la même période en 2016. Il s'agit là d'une conséquence de la situation économique délétère qui sévit au Zimbabwe. En effet, bien qu'il ait réglé sa dette de 107 millions de dollars auprès du FMI en octobre dernier, l'État zimbabwéen est encore redevable à de nombreux créanciers. Conséquence, le niveau d'endettement public du pays est resté élevé. Ce qui contraint les autorités du pays, qui ne peuvent plus avoir recours à des financements extérieurs, à s'approvisionner désormais auprès des banques locales, pénalisant ainsi les entreprises privées. Cette situation, associée à la croissance des activités informelles, l'insuffisance de recettes budgétaires, la baisse des entrées de capitaux et des recettes d'exportation, ainsi que les déséquilibres extérieurs et fuites des capitaux, a enfoncé la performance économique du pays. En 2016, la croissance du PIB s'est soldée à 0,7% contre 1,4% en 2015. Le secteur touristique aura rapporté 35 milliards de dollars au continent africain en 2016, en hausse de 3% par rapport à 2015. C'est ce que révèle l'Organisation mondiale du tourisme dans son dernier rapport. Selon cette institution spécialisée des Nations Unies, destinée à promouvoir et développer le secteur touristique, ce relèvement a été surtout porté par l'amélioration des procédures d'obtention de visas et des conditions sécuritaires sur le continent. L'Organisation mondiale du tourisme précise qu'environ 58 millions de touristes internationaux ont visité l'Afrique, en hausse de plus de 4 millions par rapport à 2015. Cette performance représente un net rebond après les ralentissements observés en 2014 et 2015 suite à divers problèmes sanitaires, géopolitiques et économiques. Autre indication, l'Afrique subsaharienne mène la danse à l'échelle mondiale avec une forte reprise, plus 10%, tandis que l'Afrique du Sud, la principale destination de la sous-région, a connu une croissance de 13%.
D'autres pays tels que Madagascar, le Kenya, la Tanzanie, le Cap-Vert, Maurice et les Seychelles ont aussi connu une progression à 2 chiffres. Enfin, l'Afrique du Nord s'en sort avec une hausse moins forte, mais affiche une reprise significative depuis le 3e trimestre 2017, soutenue surtout par la tendance tunisienne. Entre janvier et juillet 2017, l'Algérie a importé des biens alimentaires pour un montant total de 5,17 milliards de dollars. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par le Centre national algérien de l'informatique et des statistiques. Selon lui, ce chiffre est en augmentation de 9,28% par rapport à la facture de 4,69 milliards de dollars enregistrée sur la même période en 2016. Cette hausse a été favorisée par les importations d'au moins 7 catégories de produits. Il s'agit entre autres des céréales qui ont représenté 1,68 milliard de dollars, soit plus 8,2%, le lait et les produits laitiers chiffrés à 879,38 millions de dollars, soit plus 55,33%, les sucres et les sucreries évalués à 698,51 millions de dollars, soit plus 36,93%. Viennent ensuite les huiles destinées à l'industrie alimentaire qui ont pesé dans la balance 512 millions de dollars, soit plus 25,08%, le café et le thé pour 251 millions de dollars, soit plus 13,16%. En ce qui concerne les légumes secs, ils ont mobilisé 197,35 millions de dollars, soit plus 19,09%, alors que les importations de viande se sont établies à 152,01 millions de dollars, soit plus 0,2,12%. Se jeter dans la gueule du loup. Ces patrons d'entreprise tentent l'expérience volontairement. Le stage se passe au Centre d'études scientifiques des loups d'Ernstbrunn en Autriche. Le principe ? Renforcer leur aptitude naturelle à diriger en puisant dans leurs instincts. Face aux loups, pas de triche possible. Seul le calme et la vigilance priment. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez PDG ou concierge, le loup s'en fiche. Quand vous entrez dans l'enclos, votre rang, votre statut et votre environnement professionnel n'ont aucune importance. Très marquée par cet atelier, Shirley Smith a fait partie des premiers participants il y a plus d'1 an. Elle a non seulement vaincu sa peur des chiens, mais cette rencontre avec les loups a changé sa vie personnelle comme professionnelle. J'ai eu l'impression de rencontrer une créature très puissante, la regarder les yeux dans les yeux, d'être vue en tant qu'égale. Et si le loup m'a reconnue comme telle, alors j'ai compris que si je le souhaitais, moi aussi je pouvais être très puissante. Fondé en 2008, ce centre est une référence. Au-delà des ateliers à destination des managers, on y étudie aussi les relations entre les hommes, les chiens et les loups. Marlene y travaille comme dresseuse depuis 7 ans. Nos chiens sont élevés dans les mêmes conditions que nos loups. Comme ça, nous pouvons vraiment les comparer. Ils font les mêmes choses au même âge, apprennent les mêmes choses, font les mêmes expériences. Comme ça, nous pouvons comparer les 2 espèces l'une par rapport à l'autre. C'est unique au monde. Chaque jour, les visiteurs peuvent eux aussi venir observer les 17 loups et 15 chiens du centre, mais ils devront rester de l'autre côté de l'enclos. Visiter une brasserie artisanale pour découvrir les secrets de fabrication de sa bière préférée, une activité de plus en plus prisée et possible ici à Croix dans le Nord. Donc on met l'eau là-dedans, on fait chauffer. Et ensuite on va ajouter le 2e ingrédient qui est... Alors le houblon ça vient après. Souvent on imagine que le houblon il y en a beaucoup mais on va voir qu'en quantitativement c'est très peu. Voilà c'est ça, le malt d'orge. À la tête de sa brasserie familiale depuis 3 ans, Jean-Christophe, ingénieur agronome, voit sa production grimper de 100% chaque année, portée par le boom des bières artisanales. Il en vend la moitié sur place et l'autre moitié dans des bars et chez des cavistes. Je savais que le marché était très dynamique, le marché de la bière artisanale c'est très dynamique actuellement. Maintenant je pensais vraiment pas que j'allais produire 200 000 litres au bout de 3 ans. Le prévisionnel c'était plutôt de produire 80 000 litres par an. La France compte aujourd'hui un peu plus de 1000 brasseries, dont la moitié n'existait pas il y a 5 ans.
Une croissance effrénée portée par la volonté des consommateurs de privilégier les produits locaux, les circuits courts, quitte à payer sa pinte un peu plus cher qu'une bière industrielle. Ici à Paris, au bord du bassin de la Villette, des brasseurs font leur bière à quelques mètres de leur bar. Je ne sais pas si ça change au goût, mais au moins on sait qu'on consomme quelque chose qui est fait ici par des producteurs. Elles sont brassées dans le bar pour la majorité, et si on demande, ils savent d'où viennent les céréales. Ça change, et puis ça prouve, ça prouve qu'on sait aussi faire de la bière et que les meilleures bières ne sont pas que en Belgique. Dominique, retraité, a lancé sa microbrasserie il y a 5 ans dans une ancienne ferme du Nord après une formation. Son secret, une refermentation en bouteille et un nom qui rappelle sa région, la Pévèle. Ses ventes dépassent ses attentes et il va bientôt s'agrandir. Pourtant, il peine encore à gagner de l'argent. On ne peut pas dire que la brasserie est une affaire hyper rentable. C'est surtout le volume total en quantité qui va permettre de dégager des résultats. En petite brasserie, en étant limité en termes de personnes, on est quand même un peu juste. On va dire que là, la brasserie est équilibrée et performante au niveau des résultats, parce que je n'ai pas pris de salaire non plus dans l'entreprise. La tendance du moment, les IPA, bières amères d'inspiration américaine. Les brasseurs créent facilement de nouvelles recettes en variant les types de houblon. Et ils ont encore des clients à séduire. Avec 30 litres de bière par an et par personne, les Français sont pour l'instant les avant-derniers consommateurs de bière en Europe. Des blocs de chocolat fabriqués en Côte d'Ivoire à partir de fèves de cacao certifiées commerce équitable. Il s'agit là des résultats d'un projet initié par un jeune chef pâtissier ivoirien. Il ambitionne d'installer des chocolateries en milieu rural de façon à permettre aux producteurs de gagner plus. Figurez-vous, le paysan gagne moins d'un dixième du prix de la tablette de chocolat vendue à prix à l'international. Et aujourd'hui, on veut faire en sorte qu'ils puissent au moins gagner le tiers. Autre spécificité, l'implication des femmes dans le projet. Leur rôle, trier à la main et torréfier les fèves de cacao. Les 2500 coopératives ivoiriennes productrices de cacao devraient y être impliquées d'ici 3 ans. De quoi fournir du travail à 250 000 femmes dans le pays. J'ai du travail et je suis payée par jour. Cela me permet de pouvoir subvenir à mes besoins, aussi pouvoir subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. Donc nous mettons au cœur de ce projet les femmes pour qu'elles fassent leurs propres chocolats aux normes internationales, sanitaires, hygiéniques, reconnues pour que le chocolat et ses produits finis chocolatés puissent se vendre aux 4 coins du monde. En attendant une production de masse, ce cacao de qualité professionnelle utilisé en pâtisserie est conditionné en lingots de 2 kg avec une concentration de 75% de cacao, revendique un prix moitié moins cher que celui pratiqué par les grands chocolatiers internationaux. Depuis 2014, l'économie congolaise est confrontée à une crise économique et financière. Essentiellement causée par la baisse des cours du pétrole, cette situation a contraint le pays à opter pour la négociation avec le Fonds monétaire international afin d'obtenir son soutien dans la mise en place de plans de sortie de crise et de stratégies pour l'adoption de nouvelles bases économiques. Ainsi, dès le mois de septembre 2017, les deux parties se réuniront pour peaufiner les bases d'un plan de sauvetage destiné à sortir le Congo de la crise économique et financière qu'il traverse actuellement. La grande inconnue de cette rencontre, ce sont les conditions que le FMI cherchera à imposer au Congo pour débloquer cette situation. Selon certains analystes, l'institution de Bretton Woods pourrait, comme à son habitude, imposer des politiques d'austérité musclées à base de suppression de programmes d'aide publique et de subventions sociales ou de baisse des dépenses publiques.